Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans une session qui a la caractéristique d'être la dernière de cette semaine que nous avons consacrée aux relations entre le monde sanitaire et le monde économique, les points de vue que chacun pouvait avoir par rapport à la manière de gérer cette crise. Cette session donc a une vocation un peu particulière. Elle est doublement particulière parce que nous avons un plateau qui est absolument top. D'abord Sylvie Briand qui va s'exprimer dans quelques minutes et qui est la directrice du département de gestion des risques infectieux à l'OMS. Donc l'OMS pour nous c'est une sorte de, c'est pas une vache sacrée mais c'est très impressionnant. François Crémieux est directeur général adjoint de la PHP et pour ceux qui ne le savent pas, c'est évidemment l'institution qui gère l'ensemble des hôpitaux de la région parisienne. Je ne sais plus combien il y en a, il va nous le redire, mais il y en a beaucoup. Et puis Philippe Aguillon, qui est professeur au Collège de France, membre du CES économiste, et qui est un ami très cher à nous tous. Donc, je voudrais juste démarrer en vous disant que le CES économiste, en 15 jours, a organisé à la fois toute une journée sur l'évolution des problèmes de la jeunesse dans notre pays, avec un titre assez provocateur, comment éviter une génération sacrifiée, et puis 5 sessions sur ce thème qui était le thème suivant, santé ou économie, a-t-on le choix? Et nous avons tiré beaucoup de conclusions, ou plus exactement des conclusions provisoires, parce que les conclusions nous allons peut-être les tirer maintenant, de cet ensemble de peut-être une vingtaine d'heures de travail unique qui a fait que pour la première fois les uns et les autres se sont parlé de manière explicite. Évidemment plein de débats entre les uns et les autres de manière, j'allais dire, plus bilatérale, mais de manière officielle, économiste, sanitaire, jeunesse, on a vraiment traité, je crois, l'ensemble du sujet. Je voudrais juste essayer de vous dire que nous en avons tiré 8 propositions, 8, plus exactement pas propositions, mon mot n'est pas exact, mais 8 constatations qui sont celles en tout cas de ceux qui ont précédé cette session. La première, c'est que nous pensons que la crise sanitaire et économique que nous vivons sera de longue durée, que ce soit Delfrécy, que ce soit Fontanet. Derrière leur discours, on peut repérer beaucoup d'autres spécialistes, mais ce sont évidemment 2 personnalités éminentes, que nous sommes tous convaincus que tout ça, nous en sortirons, et sur le plan sanitaire et sur le plan économique, peut-être au 3e trimestre de cette année. Donc, tout discours trop optimiste est en réalité vraisemblablement très éloigné de la réalité. La deuxième aspect, deuxième remarque, c'est que le débat entre les uns qui analysent la situation sanitaire et ceux qui analysent la situation économique, les uns et les autres avec la meilleure volonté du monde, au fond sont un peu en silo et le débat n'a pas réellement eu lieu entre les uns et les autres, sauf, sans du tout la moindre prétention de la part du CES économiste, parce qu'il y a eu beaucoup de think tanks qui sont intervenus, enfin bon, tout ça a été très ouvert, mais nous avons l'impression que depuis 15 jours, nous avons ouvert le débat avec peut-être le sentiment, 3e point, que ce débat devrait permettre, au-delà de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, tester, tracer, protéger, enfin, ce qui apparaissait comme une doctrine, mais une doctrine très difficile à mettre en œuvre, tout le monde le sait, et s'il peut-être une doctrine plus limitée, plus, j'allais dire, plus articulée avec la réalité, et au fond, notre sentiment a été de faire, comme a fait d'ailleurs le président de la République, donner quelques chiffres qui permettent de déclencher, dès qu'ils sont dépassés, c'est le cas évidemment par exemple aujourd'hui en nombre de contaminations, déclencher des actions très fortes, très vives, très fortes, et surtout peut-être cantonnées dans le temps, mais qui ne permettent pas tellement j'allais dire, de trous dans la raquette, parce que c'est quand même comme ça que on arrive à des situations qui sont celles d'aujourd'hui, qui ne sont pas si exceptionnelles que ça. 5e point, et toujours dans les trous,
que nous avons repérées, il y a quand même beaucoup, c'est sur la partie économique, beaucoup de catégories, une partie de la population française qui est quand même aujourd'hui les principales victimes, ou la principale victime de cette situation, c'est évidemment la jeunesse. C'est pour ça que je l'ai évoqué tout à l'heure ce que nous avons dit. Nous avons dit au pouvoir public qu'on attendait les 200 000 formations qualifiantes qui sont annoncées depuis plusieurs mois, mais nous ne savons ni où elles vont avoir lieu, ni qui va les donner, ni quels sont les secteurs qui vont être concernés. Peut-être des rémunérations, j'allais dire, donnant-donnant, c'est-à-dire que les jeunes s'engagent à chercher un travail ou avoir une formation qualifiante, mais il y a une vraie, j'allais dire, une vraie rémunération qui permet de survivre. Il y a des chiffres terrifiants qui nous ont été donnés. Je crois que c'est 1/6 des jeunes qui se privent d'un repas par jour, tout simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et puis les travailleurs en première ligne qui n'ont pas été récompensés. C'est vrai que le Ségur n'a pas été peut-être aussi exceptionnel qu'on aurait pu le souhaiter. Alors après, notre 6e remarque, c'est qu'il y a des tas d'opportunités, évidemment, des tas de possibilités, il faut les saisir, mais on est à la marge de nos remarques. Simplement, par rapport à ce que nous nous sommes dit, le télétravail, c'est très bien, mais c'est évidemment pas la solution. Et tous les analyses, les sondages montrent que le retour au travail et à une sorte de communauté de travail, donc au fond les relations humaines sont majeures, et cette vision d'un télétravail qui réglerait tous les sujets est je vais être un peu méchant, mais une ineptie absolue. Autre et deux dernières conclusions, les aides qui sont mises en place ne doivent pas être retirées trop rapidement, tout simplement parce que nous sommes, nous les économistes, un peu sceptiques sur ces rebonds annoncés. Il y en aura un, mais attention, nous ne sommes pas à l'abri de mouvements sanitaires encore très brutaux, et je ne sais pas si le terme de 3e vague correspond, mais en tout cas, ce que nous sommes en train de vivre paraît quand même très compliqué. Et dernier sujet, arrêtons de nous comparer à nos voisins proches. On peut peut-être se comparer à peut-être certains pays du nord de l'Europe. Philippe nous en parlera, sûrement pas la Suède, mais peut-être d'autres pays, sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Mais nos autres voisins ne sont pas si exceptionnels que ça. On nous a beaucoup dit l'Allemagne, parce que vous savez que c'est une sorte de discours monomaniaque. Non, les résultats ne sont pas si exceptionnels. En revanche, loin de nous, en Asie du Sud-Est, au Japon, etc. Mais là aussi, discussion. Et donc, arrêtons de nous comparer aux uns aux autres et essayons de trouver une voie qui nous convienne bien. Je vous suggère donc, après ces quelques remarques qui permettent de résumer ce qui a été dit par les uns par les autres, de céder maintenant la parole peut-être à Sylvie Briand, qui est spécialiste parmi les spécialistes et qui va nous dire au fond comment l'OMS ressent cette situation, et peut-être par rapport aux remarques qui ont été faites, comment il propose d'essayer de sortir de nos difficultés actuelles. Bonjour. Et je voudrais vous remercier de m'avoir invité. C'est un honneur de pouvoir parler aujourd'hui et surtout à cette dernière séance. J'ai malheureusement pas pu assister aux autres discussions. Je le regrette, mais ça m'avait l'air vraiment passionnant. De mon côté, donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait déjà plusieurs décennies que je travaille sur les épidémies. J'ai fait beaucoup d'épidémies, de réponses aux épidémies. En Afrique, Ebola, MERS, Zika, le choléra, la peste, la fièvre jaune, etc. Donc, j'ai quelque part une certaine expérience de la situation épidémique, une situation de crise très particulière, où, comme vous l'avez bien dit, c'est une crise, donc il y a beaucoup de choses très tristes qui se passent durant les crises, mais il y a aussi des opportunités. Et j'espère justement que cette grande crise, avec tous les malheurs qu'elle a entraînés pour de très nombreuses familles, puisse aussi être
l'opportunité en fait de découvrir d'autres voies pour le futur et des voies qui vont nous permettre de bâtir un futur certainement meilleur. Je voudrais juste revenir un peu sur justement cette crise parce que je crois que ça a montré que beaucoup de pays n'étaient pas préparés à vivre une épidémie. Et c'est parce que je pense que depuis pas mal d'années, disons depuis les années 70-80, on pensait qu'on en avait fini avec les maladies infectieuses, surtout dans les pays riches. Évidemment, le sida est venu contredire cette perception, mais pas complètement. Et donc, beaucoup de pays ont pensé que bon, les maladies infectieuses, c'est surtout pour les pays pauvres. Et nous, on est riches, donc maintenant, on a plutôt à faire face à des maladies chroniques, à des cancers, à des choses de longue durée. Et nos systèmes de santé, en fait, se sont organisés autour de cela, c'est-à-dire des maladies de chroniques. Et on voit bien d'ailleurs dans la façon dont on pense les hôpitaux, alors qu'avant on pensait des hôpitaux sous forme pavillonnaire, où justement on séparait les différents services pour éviter que les maladies infectieuses ne circulent d'un service à un autre. Depuis quelques décennies, on a plutôt tendance à construire les hôpitaux comme des grands bâtiments et justement la circulation des maladies infectieuses, surtout en cas épidémique, est grandement facilitée juste par la construction physique en fait de nos hôpitaux. Donc je pense que c'est important de repenser en fait la perception qu'on a des maladies infectieuses pour deux raisons. La première, c'est parce que je crois que avec le mode de vie actuel, on aura de plus en plus de maladies infectieuses émergentes et qui vont circuler. Ces épidémies qui avant étaient localisées à des endroits un peu reculés, isolés du reste du monde, sont maintenant en contact avec le reste du monde. Et donc, il y a beaucoup plus de risques pour les virus de circuler sur le reste de la planète. Donc, il faut qu'on se prépare à ce genre de situation. Et la deuxième chose aussi, c'est que je crois que la médecine a fait énormément de progrès, mais que malheureusement la recherche sur les maladies infectieuses n'a pas été autant favorisée que la recherche sur des maladies plus chroniques ou maladies génétiques. Et je pense qu'il est temps aussi de renforcer cette recherche-là parce que il y a des grandes opportunités avec des antiviraux, des anticorps monoclonaux, des nouveaux traitements qui pourraient en fait nous permettre de beaucoup mieux réagir aux épidémies comme celle de la Covid-19 qu'on est encore en train de vivre. Mon deuxième point serait un peu le corollaire de cela aussi. Je crois qu'on a oublié aussi que la santé, ça rime avec prospérité. Et on a eu tendance à voir les systèmes de santé comme des coûts. Mais en fait, la santé, on se rend compte que c'est important quand on l'a plus. Tant qu'on est en bonne santé, finalement, d'avoir un système de santé, c'est pas très important. Mais c'est quand on commence à avoir vraiment des problèmes et des maladies comme la Covid-19 qu'on se rend compte qu'avoir un système de santé qui soit fort et résilient aux crises, c'est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays où on a investi dans la santé, mais pas forcément dans les fonctions du système de santé qui seraient utiles, en tous les cas, pour lutter contre les épidémies. Un manque de préparation, c'est très certain, de ces systèmes de santé face à des crises comme celle de la Covid-19. Et je crois que c'est là, M. Lorenzini disait qu'il fallait pas se comparer avec les autres pays, mais je pense que c'est quand même intéressant de regarder ce qui s'est fait en Asie parce que ces pays-là ont été très frappés par le SRAS en 2003 et puis la Corée, par exemple, en 2015 par le MERS. Et j'y étais allée à l'époque pour conseiller le gouvernement sur comment faire face à cette épidémie de MERS. Donc c'était une épidémie qui n'était pas très importante puisqu'ils avaient eu 186 cas, si je me souviens bien, 32 morts, donc vraiment pas grand-chose. Mais en fait, ça avait été un vrai choc pour eux de se rendre compte à quel point ils pouvaient être fragiles et à quel point un virus pouvait circuler rapidement et facilement dans leur société et comment finalement ils n'avaient pas les fonctions nécessaires comme la possibilité de faire du contact tracing qui n'existait pas non plus en 2015 en Corée, mais qu'ils ont développé depuis.
Et cette crise du MERS leur a fait perdre 8 milliards de dollars en 2 mois. Et du coup, après cela, ils ont investi énormément dans leur système de santé publique pour pouvoir faire face à ce genre de crise à l'avenir. Et je pense que la Corée est un exemple qu'il faut regarder un peu plus en détail pour essayer de bien comprendre comment ils sont passés d'un système qui était essentiellement focalisé sur le soin à un système qui a su allier une capacité de soins, mais aussi avec une capacité de santé publique qui était quasiment inexistante en 2015. Et donc ça m'amène à mon troisième point, qui est que on a perdu aussi dans nos sociétés développées la notion de santé publique. On est resté surtout à une notion de santé de l'individu où il faut soigner chaque patient, ce qui est très important effectivement. Chacun sait qu'on a besoin d'avoir un système de soins très performant pour soigner les maladies, mais on a désinvesti dans la santé de la population. Or, en fait, il s'avère dans cette crise de Covid-19 que la santé n'est pas seulement traitée maladie par maladie, c'est aussi avoir une vision beaucoup plus large de la santé dans un environnement, dans un système de réseau social, puisqu'on a vu que les effets secondaires de la pandémie ne sont pas seulement le nombre de cas et le nombre de décès, mais il y a des effets adverses que l'on voit particulièrement sur certaines générations qui n'ont pas été malades, mais qui en fait ont souffert de cette crise quand même. Donc la notion de santé publique est très importante, a été certainement mal appréciée dans les décennies précédentes, et je pense que ce que j'espère en tous les cas, c'est que cette crise permettra de trouver un meilleur équilibre entre la santé des individus et la santé d'une communauté ou d'une population, parce que je pense que c'est aussi très très important pour la prospérité d'un pays de s'assurer que toutes les populations soient en bonne santé dans un territoire donné. Voilà, en quelques mots, ce qui me semblait important de rapporter sur cette crise de Covid-19. Merci beaucoup. C'était très important, très utile. Et puis, de toute façon, là, on a, dans un quart d'heure, on va lancer la discussion. Il y a plein de questions. Et donc, on va débattre entre nous, mais c'était très important. Je suggère maintenant que François Crémieux ait la gentillesse de nous dire comment la PHP a vécu cette période, comment on peut améliorer, quelles leçons, quel avenir, enfin tout ce qu'on peut imaginer. J'ai juste oublié une question, c'est combien la PHP représente d'hôpitaux ? Alors la première question est une question facile, donc à celle-là je vais réussir à répondre. 39 hôpitaux à la PHP réunis en 6 groupes hospitaliers, environ 100 000 personnes, et donc effectivement un gros établissement à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde d'ailleurs, un des plus gros établissements comme entité unique constituée hospitalo-universitaire. Donc cette question a été facile. La question qui est posée est un peu plus compliquée, de savoir si on a le choix entre la santé et l'économie et comment est-ce qu'il faut qu'on les traite. Les quelques points que je souhaitais mettre au débat, d'ailleurs plus pour poser des questions que pour y apporter des réponses précises, et qui nous ont été inspirés par cette crise du côté des équipes hospitalières et de la PHP en particulier. Premier point, cette crise pose de manière absolument exceptionnelle la question des moyens et de la part de notre richesse nationale qu'on est prêt à consacrer les uns et les autres à notre santé. Vous vous souvenez tous, ça donnait lieu à des congrès, à des débats entre économistes sur la santé qui n'a pas de prix, la santé qui a un coût, quelle est la dépense la dépense pertinente. Le bilan de cette crise, c'est que je pense à peu près tous les citoyens aujourd'hui se sont appropriés cette question de savoir combien est-ce qu'on est prêt à consacrer de notre richesse nationale à notre santé. Et c'est un débat, à mon avis, important pour les économistes parce qu'on a eu tendance ces dernières années à esquiver ce débat. On s'est jamais vraiment posé la question au cours des dernières décennies de savoir ce qu'était la juste part de notre richesse nationale à consacrer à la santé. Ce que l'on faisait de manière un peu fainéante, c'était de regarder combien on avait dépensé l'année précédente ou les 3 ou 4 années précédentes. On regardait un peu quel était le taux de croissance qui permettait éventuellement de redistribuer de la richesse complémentaire dans les années qui viennent, et puis on en déduisait que 10,5, 11,5%
du PIB consacré à la santé, c'était finalement une part qui était à la fois juste, raisonnable, ce qu'il fallait, etc. La crise a démontré que des raisonnements comme ça nous conduisent d'abord à faire du stop and go, comme vous l'évoquez depuis le début de ces réunions, à faire du stop and go, parce que finalement c'est tout sauf une bonne manière de déterminer ce qu'il est pertinent de dépenser pour notre santé versus ce qu'il est pertinent de dépenser pour notre éducation, pour notre justice, pour notre police ou ailleurs. Et donc il me semble que la première question que cette crise pose de manière absolument paroxystique, c'est voilà, quelle est la part de notre richesse nationale à consacrer à notre santé, et probablement que ni les comparaisons internationales ni le passé ne nous aideront vraiment à reconstruire l'avenir dans ce domaine-là. Et donc ça nous semble être le premier sujet. Vous allez voir, il est assez directement lié à nos problématiques hospitalières, puisque de cette question-là, combien est-ce qu'on dépense pour notre santé, il va évidemment y avoir un corollaire qui est combien est-ce que l'on peut dépenser pour notre hôpital. Mais c'est le premier point. Le deuxième point, cette crise a également montré que pour qu'une population soit en bonne santé, les dépenses faites par le système de santé sont de loin pas les principales, ou en tout cas pas les seules. De nouveau, dans de nombreux colloques ces dernières années, on ne cessait d'évoquer le fait que dépenser pour le logement ou pour l'éducation est au moins aussi important pour maintenir ou pour garder une population en bonne santé que de dépenser strictement dans le secteur sanitaire et a fortiori dans les hôpitaux. Au début de la crise, si vous vous en souvenez, le débat principal était combien y a-t-il de lits de réanimation et peut-on en ouvrir 10 de plus, 50 de plus, 100 de plus pour affronter cette crise. Et puis progressivement, on s'est rendu compte les uns et les autres que le nombre de lits de réanimation ne suffirait jamais à résoudre la question, et derrière des lits de réanimation, il y a évidemment des professionnels compétents, et que par rapport à des courbes que nous connaissons tous maintenant et qui sont des courbes exponentielles d'évolution du virus, il n'était pas possible d'aligner en phase des courbes exponentielles d'augmentation du nombre de lits ou du nombre de professionnels. C'est des débats qu'on avait à petite échelle avant la crise. Valait-il mieux dépenser dans la prévention des maladies cardiovasculaires que dans des services de cardiologie? Valait-il mieux dépenser dans la prévention de l'obésité et dans la bonne nutrition que de dépenser dans des services de prise en charge de l'obésité morbide? Et donc on avait ces débats-là à petite échelle, on avait du mal à se convaincre les uns les autres qu'ils étaient fondamentaux et qu'il fallait les traiter en urgence. Il me semble que cette crise pose de manière absolument majeure cette question, non seulement, c'était mon premier point, de combien sommes-nous prêts à dépenser pour notre santé, mais également au sein de cette dépense, comment est-ce qu'on la répartit entre les différents secteurs. Le troisième point, qui est un peu une incise particulière vu du point de vue de la PHP, c'est que cette crise a également fait éclater au grand jour la différence entre la valeur économique du travail des professionnels de santé, à l'hôpital comme ailleurs, et leur valeur sociale. Tout au long de la première partie de la crise, les applaudissements du soir témoignaient finalement d'une part de ce décalage entre la perception qu'on a les uns et les autres de la valeur sociale du travail d'une infirmière, d'une aide-soignante, d'un médecin, et puis la réalité de la traduction économique de cette valeur. Le Ségur auquel vous faisiez allusion tout à l'heure a en partie traité cette question-là en faisant en sorte qu'on augmente les niveaux de rémunération, à la fois pour s'aligner ou être plus proche de nos partenaires européens, mais également parce que il fallait réduire ce gap entre encore une fois le niveau des rémunérations et la perception, y compris intuitive, que pouvaient en avoir les Français quand ils applaudissaient massivement. Et donc sur ce troisième point, on a là aussi des questions qui vont être des questions majeures pour les années qui viennent. On ne pourra pas continuer à considérer que la juste rémunération des professionnels de santé, mais ça pourrait être vrai demain de d'autres professionnels, soit simplement le résultat des rapports de force des uns avec les autres ou du niveau d'économie à réaliser. Alors j'en viens de manière un peu plus précise sur et l'hôpital dans tout ça. Alors d'abord l'hôpital dans tout ça, et l'intervention précédente en témoigne, la crise témoigne du fait que la place de l'hôpital dans le système de santé, et y compris sa place au sens économique du terme, va devoir être repensée. On ne peut pas continuer à avoir, que ce soit par rapport à ou face à des pathologies infectieuses, mais face à toute autre sorte de pathologie, avoir un système qui soit à ce point cloisonné au plus haut niveau entre l'État et l'assurance maladie, mais sur le terrain entre les médecins libéraux et les médecins hospitaliers, un système qui soit à ce point cloisonné qu'il soit impossible à aucun des niveaux de prendre les décisions les plus pertinentes et les plus rationnelles pour la collectivité. Deux exemples. Un exemple de la crise. Brusquement, au mois de février, l'assistance publique avec ses partenaires libéraux en Île-de-France a décidé de mettre en place un système de suivi à domicile qui finalement suivra à peu près 800 000 personnes atteintes de Covid. Ça peut paraître être une évidence absolue, c'était une chose absolument impossible avant la crise,
puisque faire cela, c'est-à-dire projeter l'hôpital avec des libéraux pour prendre en charge des patients à domicile, n'était vraiment possible ni sur le plan du modèle économique, ni sur le plan du modèle juridique, ni sur le plan des autorisations ou de l'organisation administrative dans laquelle nous étions avant la crise. Et donc, il va falloir faire en sorte que ce qui a été possible en urgence pendant la crise soit possible de manière courante après la crise, et que lorsqu'il est plus pertinent de suivre un patient diabétique, un patient qui a un cancer, un patient en suite opératoire d'une manière ou d'une autre, on ne soit pas pris dans nos contraintes administratives et de silos, mais qu'on puisse faire les choix qui soient des choix optimaux pour tous. Et puis, dernière remarque par rapport aux enjeux de la crise et aux choix qu'on aura à faire, le modèle économique de l'hôpital qui était fondé principalement, ou en tout cas pour une bonne partie, sur des enjeux de tarification à l'activité, est évidemment encore plus questionné qu'il ne l'était avant par cette crise, questionné parce qu'on se rend bien compte qu'une bonne partie de la valeur qui est portée par les professionnels de santé en général et l'hôpital en particulier n'est pas strictement liée aux actes et à l'activité qui est produite au quotidien, mais également liée à la valeur indirecte qui est produite sur une population lorsqu'elle est maintenue en bonne santé, lorsqu'elle est accompagnée dans le cadre de ses politiques de prévention pour éviter de tomber malade, évidemment également lorsqu'elle est malade pour bien la prendre en charge. Et donc je terminerai en disant que non seulement on n'a pas le choix entre la santé et l'économie, mais non seulement on n'a pas le choix, mais les choix sont absolument gigantesques et urgentissimes. Et le seul choix que nous n'ayons pas, c'est de poursuivre après la crise de la même manière que nous fonctionnions avant la crise, que ce soit sur les modèles d'organisation du système de santé ou sur son modèle économique. Bien, juste avant de céder la parole à Philippe Aghion à propos d'étape, moi je me sentais très audacieux en sortant les conclusions de ce qui était sorti de nos 2 semaines de travaux. En fait, et vous, Sylvie, et vous, François, vous nous mettez devant 2 sujets absolument majeurs. Le retour de la santé, au fond de la santé publique, et de l'idée que la santé va, j'allais dire, dans sa philosophie même, son approche même, dans ses objectifs même, modifier un peu ses priorités. Et la seconde, c'est ce que vous venez de nous dire, François, sur les relations entre le public, le privé, sur la réorganisation, sur la manière dont la tarification à l'acte qui était déjà un peu, je vais être un peu plus brutal, mais déjà très critiqué. Il va falloir revoir tout ça, et vous êtes en train de nous lancer un défi. Et moi, j'ai bien aimé votre conclusion que je livre maintenant à mon ami Philippe Aghion, c'est il n'y a pas le choix entre la santé et le sanitaire, entre la santé et l'économie, il n'y a pas le choix. Il va falloir qu'on se remonte les manches. J'en profite pour dire à Thibaut qu'il doit y arriver pas mal de questions qui arrivent de droite et de gauche, et s'il a la gentillesse de me les transmettre pour que tous les gens qui vous écoutent puissent aussi s'exprimer, mais je pense que s'il peut le faire, ce serait absolument top. Ou même nous les lire, il fait ce qu'il veut, mais ce qui est important, c'est que le débat est libre. Mon cher Philippe, à toi la conclusion de la pré-conclusion. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas. C'est ça, c'est bon. Là, c'est mieux, là? Ça va, là? Là, tu m'entends, là? Oui, vous m'entendez? Bon, d'accord. Donc oui, c'était des discussions, des débats passionnants. Je suis vraiment ravi des interventions précédentes aujourd'hui, parce que c'est tout à fait dans le sens de ma propre réflexion depuis longtemps. D'abord, je pense que la santé, effectivement, c'est un levier de croissance, de prospérité fondamental, au même type que l'éducation. La santé, c'est du capital humain. C'est ce qu'on appelle en économie du capital humain. Et on sait que l'investissement dans le capital humain est un levier essentiel de croissance. On ne peut pas être productif, on ne peut pas être inventif sans être éduqué d'un côté et sans être en bonne santé de l'autre. Et au même titre que l'école est un levier essentiel de croissance, l'investissement dans la santé est un levier fondamental de croissance. Tout le reste, c'est secondaire par rapport à ça. Donc, il n'y a pas d'économie innovante, il n'y a pas d'économie productive sans la santé. Et il y a des travaux qui le montrent. J'ai eu des grands débats avec d'autres économistes là-dessus, et j'ai fait des travaux là-dessus moi-même pour montrer l'importance. Enfin, vraiment, on peut la quantifier même. Investir dans la santé
c'est un investissement, c'est pas un coût, parce que ça rapporte beaucoup plus que ça coûte, quoi. Voilà. Donc je suis ravi que ça ait été rappelé ce matin, et voilà, si vous avez besoin de moi pour le dire haut et fort partout, avec chiffres à l'appui, je serais ravi de le faire. Voilà. Alors sur la crise récente, effectivement, avec Patrick Artus, on avait cette idée que il faut absolument éviter le stop and go. Quelque part, ça n'a pas été assez dit, même chez nous, puisque nous, on a eu d'abord un confinement qui a été très efficace, mais quand même très, très dur, mais qui était nécessaire en mars-avril. Et ensuite, on est passé à un relâchement total. Moi, je me souviens encore d'avoir vu dans des terrasses de café bondées avec des gens sans masque, ou les pelouses du jardin du Luxembourg avec des gens collés les uns aux autres sans masque jusqu'à fin octobre, jusqu'à mi-octobre, fin octobre, ce qui était une folie, quoi. Et alors qu'arrivé déjà chez Arnaud Fontanet avec l'étude formidable qu'il a faite sur les données à partir de données de la CNAM, que évidemment c'est là où on est proche les uns des autres sans masque. Ça, c'est vraiment c'est les circonstances les plus terribles pour la propagation de la maladie. Donc peut-être que ça n'a pas été assez fait, mais c'est bon, on peut pas. Mais en tout cas, maintenant, tirons les leçons de nos erreurs de cet été et le début de l'automne pour ne pas répéter les mêmes erreurs maintenant. Il faut absolument éviter la troisième vague. Pourquoi ? Parce que si on est dans une logique de stop and go, c'est-à-dire le confinement et puis ensuite vague et puis confinement, les entreprises ne peuvent pas prendre des décisions de long terme. Elles ne peuvent être que dans un mode de survie. Donc, elles ne vont pas investir dans des emplois durables et qualifiants. Elles ne vont pas investir dans la recherche-développement. Elles vont accumuler du cash pour faire face à la prochaine crise, quoi. Et donc, c'est dramatique pour la croissance d'être dans le stop and go. Il faut absolument sortir de ce cycle. Et effectivement, pour sortir de ce cycle, il ne faut pas attendre le vaccin. On sait qu'il y a des manières d'en sortir. Et effectivement, vous avez mentionné l'exemple de la Corée du Sud, qui est un exemple tout à fait, ou d'autres pays qui ont pratiqué la santé publique et qui, avec des mesures fortes de santé publique, ont réussi à endiguer et ont réussi à reprendre la croissance. Je veux dire, on peut voir, il y a des chiffres, on peut toujours dire que les Chinois mentent sur la croissance, etc. En fait, on peut voir, vous savez, la croissance, ça se voit avec les satellites, parce qu'on voit les illuminations, on voit les lumières, il y a plein d'indices de mobilité qui vous montrent que la croissance reprend. Et effectivement, eux, ils ont une croissance soutenue maintenant. Donc, et ça, ils l'ont eu bien avant que le vaccin apparaisse, ils l'ont eu à travers des mesures de santé publique, c'est-à-dire d'abord confinement pour réduire la contamination en dessous d'un certain niveau, et puis ensuite, eh bien, on a une politique crédible de tests, traçage et isolement qu'on peut faire évidemment qu'à partir du moment où on est descendu au-dessous d'un certain niveau, mais voilà, et on se donne cet objectif et on applique l'objectif. Et on sait qu'on peut le faire, et c'est très important parce que pour la réussite d'une politique de santé publique, il faut l'État et il faut la société civile. Et chez nous, le grand problème, c'est que c'est l'État et on ne sait pas responsabiliser la société civile. Donc on infantilise la société civile chez nous. Et alors que dans ces pays-là, eh bien, il y a l'État, mais on responsabilise également la société civile. Voilà, donc je crois que là, il y a vraiment des leçons à tirer. Comment redonner ces lettres de noblesse à une vraie politique de santé publique qui implique à la fois l'État et la société civile. Donc ça, je crois que c'est un enseignement très important. Un autre enseignement très important qui va nous concerner pour l'après. Qu'est-ce que nous a révélé cette crise? C'est qu'effectivement, l'innovation, c'est fondamental. On a sous-investi en recherche. En France, on a des chercheurs formidables. On a l'Institut Pasteur, on a plein d'instituts, on a des universités avec des chercheurs de grand talent. Mais la recherche, elle est pauvre en France. Elle est sous-financée. Si vous comparez la France, la dépense en recherche fondamentale en France par rapport à d'autres pays développés, et surtout les États-Unis, c'est pas bon. Alors les États-Unis, ils ont un modèle social qui est très mauvais. Donc le Covid a révélé que le modèle social américain est vraiment défectueux parce que quand on se retrouve au chômage aux États-Unis, on a des grandes chances de perdre la couverture santé et de tomber en pauvreté. Et beaucoup de gens avec le Covid, ont perdu leur assurance santé et sont tombés en pauvreté. Donc ce qui n'est quand même pas le cas chez nous dans nos pays européens de l'Ouest. Donc ça, sur ce plan social, le Covid révèle vraiment les graves déficiences du modèle américain. Mais d'un autre côté, sur le plan innovation et écosystème d'innovation,
eh bien, le Covid montre une supériorité américaine par rapport à l'Europe. Et ils ont d'abord la NSF, sur la biotech, ils ont la NIH, la National Institute of Health, qui est un truc énorme. Ils ont la BARDA, qui est un truc énorme pour aller de la recherche fondamentale aux applications, avec 11 milliards de dollars de budget sur des recherches qui sont directement pertinentes pour le Covid, alors qu'en Europe, si on totalise Commission européenne et EIB, Banque européenne d'investissement, on arrive péniblement à 4 milliards, 3 fois moins que les Américains. Et ils ont tout un écosystème d'innovation que nous n'avons pas aux États-Unis. Ils ont capital risque beaucoup plus développé, investisseurs institutionnels. Donc, nous, il faut qu'en Europe, et ça ne sera pas juste au niveau de la France, eh bien, on donne vraiment un système d'innovation et que c'est quand même pas le hasard si les vaccins nous arrivent quand même des États-Unis. Alors c'est vrai que les Allemands c'est mieux que nous parce que eux ils investissent quand même plus que la France en recherche et donc voilà. Donc là je crois que sur l'innovation là c'est vraiment au niveau européen on doit vraiment faire une BARDA européenne. Moi je crois beaucoup qu'il faut l'équivalent de la BARDA au niveau européen et qu'il faut vraiment pousser la recherche. Voilà, donc, et notamment, comme vous disiez, sur les maladies infectieuses, puisque d'abord, beaucoup de gens, la crainte, c'est que même les antibiotiques, maintenant que les maladies résistent aux antibiotiques et qu'il va falloir trouver quelque chose qui, de nouveau, enfin, qui actualise en tout cas l'antibiotique, parce que peut-être dans quelques décennies, nos antibiotiques ne seront plus du tout aussi efficaces qu'ils le sont maintenant. Une autre leçon de long terme du Covid, c'est qu'il faut réformer l'État, comme vous le disiez. On a un État en France assez inefficace. On a vu avec les ARS qui marchaient. Moi, j'ai un collègue, professeur à la Pitié, il fait une demande pour pouvoir tester aux ARS. Au bout de 2 mois, il reçoit une réponse en disant on est en train d'examiner la question. C'est une catastrophe le fonctionnement de l'État chez nous. C'est beaucoup trop centralisé. Ça marche beaucoup trop en silos verticaux. Il faut vraiment à la fois déconcentrer et créer davantage de liens horizontaux et donc vraiment réorganiser l'État. Et donc le CAP 22 a été vraiment un échec. Disons-le, la tentative du CAP 22 pour réformer l'État a été un ratage. Il faut reprendre la copie à zéro. Voilà, donc ça je crois que ça va être une question qui se posera à l'issue de cette crise. Une autre question qui va se poser, et là je rejoins complètement des thèmes également que Jean-Hervé a poussé très fort depuis de longues années, c'est la jeunesse et la pauvreté. On voit des étudiants, maintenant on arrive de voir des étudiants qui sautent des repas. C'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. Donc il faut mettre en place un système qui étudiants, que les jeunes qui cherchent à travailler, qui cherchent à se former, n'aient pas à sauter les repas, quoi. Et donc, vous savez que je ne veux pas dire qu'il faut faire comme les autres, mais je vois qu'au Danemark, tout jeune, au-dessus de 18 ans, il a 800 € par mois s'il travaille 10 heures par semaine. Bon, peut-être qu'on peut améliorer. En Norvège, tout jeune qui étudie, il a 1100 € et c'est un emprunt qui rembourse sur ses revenus futurs s'il en a. Et s'il a plus de diplômes et qu'il travaille bien, il a moins à rembourser. Bon, j'en sais rien s'il faut qu'on fasse comme ça, si on doit combiner les deux. Mais il y a des choses qu'on peut faire. De la même manière que les Danois ont mis en place la flexi-sécurité, c'est-à-dire quand quelqu'un se retrouve au chomage, il a des garanties de revenus, une garantie de formation. Et ce qui fait qu'au Danemark, quand on perd l'emploi, il n'y a aucune incidence négative sur la santé. Ma collègue Alexandra Roulet l'a montré dans des travaux tout à fait pertinents récemment. Aux États-Unis, on sait que c'est pas du tout comme ça et chez nous non plus. Et de la même manière qu'ils ont inventé le système de flexi-sécurité, ils ont des systèmes contre la pauvreté des jeunes. Et donc, je pense que nous, on doit aussi mettre un système en place de cette nature. Alors, il faut trouver la manière qui est adaptée à notre contexte. Et je pense que c'est une des grandes réformes à faire que de mettre un système comme ça. Et puis par ailleurs, sur l'assurance chômage, je voulais dire un dernier mot, c'était qu'il y avait cette réforme d'assurance chômage que moi, je critiquais beaucoup, parce qu'elle traitait les chômeurs comme des chômeurs volontaires. C'est-à-dire qu'en France, la vision était que les chômeurs, c'est des paresseux, des gens foutres. Et je pense que c'est une vision fausse. Je pense que les chômeurs, c'est des gens qui ont besoin d'aide pour retrouver un emploi. Et donc, il faut un vrai système de flexi-sécurité sans dégressivité des allocations chômage. J'avais convaincu même Juppé pendant les primaires qu'il fallait pas qu'il y ait dégressivité. Il avait été convaincu. C'était pas pour qu'après Macron mette de la dégressivité. Donc, je pense que là-dessus, il faudra aussi rebattre les cartes.
sur ce plan-là. Voilà quelques réflexions que je voulais vous livrer. Merci. Merci beaucoup à ces trois interventions. Elles sont toutes les trois totalement disruptives, comme on emploie ce terme. J'ai envie de vous pousser dans des questions qui sont... Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je les ai à gauche, là, mais je vais peut-être pas toutes les reprendre parce que on y serait encore demain soir. Je voulais juste d'abord vous poser une question parce que au fond, ce qui ressort de ces trois interventions, et je me joins tout à fait à vous, c'est l'idée que quand même cette Covid et cette pandémie nous révèlent à nous-mêmes et à notre pays, et plus généralement d'ailleurs à l'Europe, deux choses. Le premier, c'est un risque de déclassement incroyable sur l'histoire des vaccins. C'est vrai que c'est humiliant de se dire que il n'y a même pas l'amorce de, semble-t-il, d'une solution française européenne. Enfin, il y a eu une solution allemande, bien entendu. En tout cas, pas de solution française. C'est vrai que on a un sentiment de grande rupture, de grand déclassement. Et deuxième aspect, peut-être de modification dans notre organisation. Philippe vient beaucoup d'en parler. Il a parlé de la recherche, il a parlé du chômage, il a parlé. Vous avez parlé, Sylvie, j'allais dire, de la santé publique. François, vous avez parlé, du problème de l'organisation même de notre système de santé en France. J'ai envie de vous poser la question, parce qu'elle est, à mon avis, totalement déterminante. Est-ce que dans votre esprit, et vous n'êtes pas obligé de répondre si ça vous paraît trop brutal, une économique qui sera de longue durée, je rappelle de longue durée, qu'on est parti pour une année 2021, qui nous forcera d'ailleurs en positif à réagir par la suite de manière plus forte. C'est-à-dire, vous voyez bien que le stop and go, c'est un discours qui est terrifiant. Le stop and go, c'est pour ceux qui ont le souvenir de ce qui se passait en Grande-Bretagne sous les gouvernements travaillistes des années 70, c'était avec des qualités, hein, mais c'était le fait qu'on nationalisait, dénationalisait, enfin, c'était donc le désordre, l'incapacité de réfléchir à ce qu'il faut changer. Or, tout ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant, ce sont des éléments de réflexion très profonds de changement. Et donc, ma question, elle est, est-ce que vous vous situez dans vos réflexions dans une perspective finalement d'un discours qui va d'un confinement à un autre, et youpla boum, pendant 15 jours on change, et puis on va rechanger, et puis on va remettre un petit confinement, un petit coup de couvre-feu, puis ceci, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une perspective où il faut que nous réfléchissions sur une période, pas très très longue, mais peut-être de 3 trimestres, 1 an, pour pouvoir bien fixer l'importance des transformations à mesurer. Je me permets, Sylvie, de revenir vers vous, puisque vous êtes à la fois celle qui représente l'OMS, et puis vous êtes évidemment une femme dont la courtoisie étant le principe de base du cercle des économistes, évidemment. Merci beaucoup, oui. C'est une grande question, effectivement. Moi, je crois qu'il y a deux niveaux, en fait. Il y a, d'une part, la crise est toujours là. Le virus est toujours en train de circuler. Donc, il faut regarder, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cette crise qui vient. Il y a eu effectivement des choses qui se sont bien passées, d'autres choses qui se sont pas si bien passées que ça. Je crois qu'il faut revoir un petit peu la situation et se demander vraiment comment on peut mieux la gérer dans les mois à venir. Ce qui est clair au niveau mondial, c'est que il n'y a pas de recette. Chaque pays a fait de son mieux avec une nouvelle maladie. On ne connaissait rien de ce virus ni de cette maladie en janvier l'an dernier, et chaque pays a mis en œuvre des mesures qui lui semblaient les plus propices à gérer la situation. Et donc voilà, on est tous en train d'apprendre. Donc je crois que la première grande leçon de cette pandémie, c'est l'humilité. Personne n'a la solution, tout le monde essaye, et je crois qu'il faut juste accepter que si ça n'a pas marché, se demander vraiment pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que ça soit plus efficace.
D'autre part, je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre que une crise sanitaire n'est pas que un problème de malades et de cas positifs et de tests, etc. C'est une maladie de la société dans son ensemble, et donc il faut pas en avoir une approche que médicale. Et pourtant, je suis médecin, donc mais je crois que c'est très important de comprendre la dimension sociale d'une épidémie, qui est extrêmement importante. Et peut-être utiliser cette épidémie pour revenir à ce que disait Philippe Aghion, pour trouver des nouveaux modèles pour justement engager la société civile dans la discussion, parce que les gens ont envie de faire partie de cette discussion. Les nouvelles technologies leur donnent la possibilité de discuter, et donc trouver des façons d'engager les populations, de les responsabiliser, de leur donner en fait la capacité de trouver des solutions à cette crise sanitaire. Et personnellement, je pense que il y a énormément d'atouts en France, de créativité aussi, qui devrait justement permettre une sortie de crise. Je dis pas facile, parce que c'est toujours très difficile de gérer des épidémies, mais je pense qu'il y a des atouts certains qu'il faudrait pouvoir peut-être mieux utiliser. Et de toute façon, je crois qu'aussi il faut voir les crises comme une période de changement. Souvent, les gens ont une vision négative du changement, comme si le changement c'était en fait jeter à la poubelle tout ce qui avait été fait avant. En fait, je pense qu'il faut penser le changement aussi comme une adaptation. Le monde est en train de changer. Et je crois que c'est vraiment un signe de force de pouvoir justement changer en même temps que l'environnement, et de créer des nouveaux écosystèmes. Comme disait Monsieur Crémieux, les choses ont changé, il faut amorcer le changement aussi. Et donc voir cette crise peut-être comme une opportunité aussi de mettre en place des choses qu'on va changer pendant la crise, mais qui vont être pérennes et qui vont nous permettre d'aborder le futur avec des nouveaux atouts. Nous avons cédé la parole à François. Mieux, je voulais juste dire que je ne l'ai pas suffisamment cité, mais il y a eu une intervention absolument remarquable de Jean Rotner, qui est le président de la région Grand Est, et avec beaucoup de modération, parce que c'est un modéré, dans son comportement, il a expliqué à quel point c'était pas possible de continuer dans ces relations entre l'État et les régions comme ça a été fait jusqu'à maintenant. Et il avait surtout une formule que je trouvais très intelligente. Il disait, évidemment, j'ai beaucoup de liens avec les Länder allemands qui m'entourent, mais il est hors de question, on ne va pas devenir un État fédéraliste, c'est idiot. En revanche, il faut trouver des modalités qui sont nouvelles, et je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter on va le rediffuser, son intervention, qui était une interview qui était très remarquable, fait par un camarade du cercle qui s'appelle Pierre-Yves Geoffard. Enfin, tout ça était bien. François, je vous laisse la parole. Et pour rebondir exactement sur ce thème-là, moi je suis marqué au cours de cette crise et de l'année écoulée, à quel point certes on s'est parfois collectivement trompé d'analyse, mais finalement pas tant que ça. On verra à froid et quand on sera un peu sorti de la crise immédiate, mais globalement l'analyse de ce qu'il se passait et de ce qui risquait d'arriver a pas été complètement déconnante, si je peux me permettre. Elle l'a probablement été parce qu'on a été pris par l'effet de surprise au mois de janvier, entre le premier malade chinois pris en charge à l'assistance publique et puis la fin du mois de février, début avril. On était dans une période de sidération et d'absence d'outils pour comprendre ce qui se passait, mais assez rapidement, grâce à l'Institut Pasteur, grâce aux données, etc., on a assez vite réussi à partager des analyses assez consensuelles sur ce qui se passait et sur ce qui allait arriver. Et donc, lorsque je regarde avec recul pourquoi ou à quel moment est-ce que des erreurs ont pu être commises, c'est souvent parce que nous avons eu un décalage entre l'analyse que nous faisions les uns ou les autres à tout niveau, au niveau local, national, entre l'écart entre l'analyse et les actions qui étaient engagées. Et pour avoir participé à un certain nombre de ces réunions, c'est parfois des éléments très concrets, des réunions qui démarrent bien et qui se terminent avec la mauvaise décision ou une décision moins rationnelle que ce qu'elle aurait dû être. C'est parfois des réunions où l'articulation entre les experts et les décideurs publics
est mal structuré. Et donc, on a d'un côté des experts qui, entre 11h et 11h45, donnent un avis et portent une analyse. Et puis ensuite, on va avoir une traduction de cette expertise dans la décision en termes de politique publique qui va pas être la bonne entre 11h45 et 12h30. On a un décalage parfois entre les stratèges de politique publique, ceux qui sont là pour penser la politique publique dans son ensemble, et puis des modestes opérateurs comme l'assistance publique ou d'autres qui sont plutôt là pour les mettre en œuvre. Les politiques publiques en matière de vaccination en ce moment, en matière de dépistage juste avant l'été, à d'autres moments sur la question des équipements de protection individuelle, les masques, etc. On a eu un écart entre les enjeux ou les choix de politique publique vraiment au sens stratégique du terme et leur mise en œuvre. Et de même, et je termine sur cette question-là, que cette crise, de même à mon avis, et il y a beaucoup d'analogies que la crise environnementale, pose un vrai débat sur le juste niveau à la fois des choix stratégiques et de leur mise en œuvre. Et je pense qu'on a un enjeu, si ce n'est un problème, qui est que notre mécanique politico-administrative française et institutionnelle a été fondée globalement dans un après-guerre et dans une période de croissance où la question était plutôt effectivement la répartition d'une richesse nationale qui était en croissance et la déclinaison de politiques publiques très ambitieuses dans les années 60, 70, 80. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un mécano politico-institutionnel, administratif qui est décalé des enjeux auxquels on est confronté. Et donc, il y a une nécessité, et c'est un peu ce que dit l'interview du président de la région Grand Est, une nécessité de recaler les outils avec lesquels on organise la vie sociale, la vie collective et les décisions publiques, et puis les réalités des enjeux auxquels on est confronté dans les années qui viennent. Merci beaucoup de tout ça. Peut-être juste, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer la parole à Philippe, mais il y a beaucoup de questions. J'essaie juste d'en tirer au fond les points communs. La première porte sur, au fond, est-ce que les efforts des Français ont été suffisants de votre point de vue? Est-ce que parce que c'est quand même comme ça que le problème va se reposer dans les semaines qui viennent. Ça, c'est une question auquel vous revenez, hein, vous répondez. Et deuxième question, sur ce qu'a dit Philippe, sur, au fond, l'inefficacité de notre système, que vous avez repris, François, notre système d'organisation publique et institutionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'un peu améliorer? Et surtout, vous avez dit, et je partage ce point de vue, qu'on va passer peut-être de 12 à 14% du PIB pour la santé. Nous sommes capables de montrer que ça peut être bon pour l'économie, mais le pays est très inquiet de ce qu'on appelle la dette. On n'a pas le temps de se lancer sur ce sujet-là, mais c'est vrai que ça fait partie des discussions, non plus de café, mais familiales. Philippe, comment tu sens le coup? Donc, première question, est-ce qu'on est suffisamment sérieux? 2, comment est-ce qu'on met en œuvre un dispositif qui va forcément coûter un peu cher, cher Philippe? Voilà les deux questions, 2 types de questions, et chacun répond dans les 8 minutes qui nous restent, comme il l'entend. Je démarre par Philippe. Sur la première question, je pense que les gens peuvent devenir plus sérieux si on leur explique, par exemple le stop and go, si on leur explique pourquoi on le fait, pourquoi c'est important d'être sérieux, pourquoi sinon on prolonge. Vous voyez, par exemple, il y a eu des études qui ont montré, par exemple, entre États américains, que ceux qui ont déconfiné trop vite ont perdu non seulement sur le plan de la santé, mais également sur le plan de l'économie, c'est-à-dire qu'ils ont été finalement plus en récession que les autres. Donc je crois qu'il faut montrer, il faut que les économistes et les épidémiologistes, les médecins parlent tous d'une même voix dans les médias et montrent très clairement, très concrètement qu'on a les études qui montrent que quand on n'est pas sérieux, on perd et sur l'un et sur l'autre. C'est pas du ou, c'est du et. Ça va ensemble. Voilà. Donc ça, je crois qu'il faut bien l'expliquer. Je crois qu'il y a un effort de Figaro qui n'avait pas été fait suffisamment et suffisamment coordonné. Donc ça, je crois que et d'expliquer vraiment de pourquoi la santé publique c'est quelque chose de fondamental. Donc ça, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. Sur le plan de la dette, d'abord il y a une chose, c'est que les travaux d'Olivier Blanchard qui précédaient le Covid montraient déjà que ce qui compte, c'est pas tant la dette en elle-même, c'est la croissance par rapport au taux d'intérêt. Si on a un taux de croissance sensiblement potentiel à long terme, sensiblement au-dessus du taux d'intérêt, nos taux d'intérêt maintenant sont zéro ou négatifs, eh bien c'est pas
c'est moins un problème d'avoir de la dette. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la dette filer complètement. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas regarder la dette indépendamment de la croissance. Donc, il ne faut rien faire pour juguler le problème de la dette qui porte atteinte à la croissance. Si on fait, par exemple, un super plan d'austérité qui tue la croissance, c'est contre-productif. C'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, il faut maintenir la croissance, faire des investissements de croissance, dont la santé. La santé, c'est bon parce que ça maintient le taux de croissance, et donc c'est très important dans un modèle voilà, comme Blanchard l'applique, mais en même temps, c'est certainement la réforme de l'État. Quand on fera la réforme de l'État, il faudra reprendre le chantier des retraites, mais le faire d'une manière beaucoup plus consensuelle, sans s'aliéner les partenaires sociaux, mais avec les partenaires sociaux. Se posera également la question de la durée du travail. Mais évidemment, il y a les métiers pénibles. Il faut distinguer les métiers pénibles des métiers qui ne le sont pas. Et aussi améliorer le climat au travail. Beaucoup de gens sont pas heureux au travail parce qu'il y a une mauvaise culture des relations de travail en France. Il y avait des travaux de Philippon là-dessus. Donc il va falloir faire un vrai débat sur le travail, mais c'est vraiment beaucoup de choses qui doivent changer. Et donc je pense qu'il faudra reposer le problème des retraites, le problème de la durée du travail. Il y aura peut-être des choses comme des emprunts obligatoires qui ont été faits dans le passé. C'est des solutions possibles. Mais ne rien faire qui tue la croissance. Ça doit toujours être dans le sens de soutenir la croissance et la santé est un levier essentiel de croissance. Peut-être, Sylvie et François, peut-être quelques mots de conclusion sur, en fait, des questions qui sont tellement larges qu'on pourrait passer la journée, mais ce que vous dites est tellement passionnant que si vous pouvez peut-être compléter, il nous reste, je crois, 4 minutes pour terminer cette session finale de nos travaux qui sont, j'allais dire, une première. C'est une première. J'espère que la lanterne nous écoute. Ce que je veux dire, c'est rebondir juste sur le fait, je crois qu'on a beaucoup critiqué ce que les gens font, ce que les gens ne font pas. Je pense qu'il faut aussi peut-être modifier notre approche des gens, entre guillemets. Nous, à l'OMS, on a essayé beaucoup de changer justement notre interaction avec les populations en développant des plateformes pour co-développer des guides. En fait, avant, on faisait nos recommandations, c'était un peu, comme on dit, top-down, c'est-à-dire l'expert recommandait et puis tout le monde devait le faire. On essaye beaucoup plus de discuter avec les gens, de dire voilà, c'est ça le risque. Comment vous voyez dans votre vie quotidienne que vous pouvez gérer ce risque au mieux. Et donc, c'est vraiment donner le pouvoir aux gens de comprendre la situation et de s'adapter le mieux possible. Et je pense, pour moi, c'est très important parce que je crois que l'homme s'est adapté depuis toujours à son environnement, aux circonstances, et je pense qu'on a une capacité d'adaptation énorme et qu'il faut justement l'utiliser beaucoup mieux. Donc, pour moi, ça serait changer notre approche aussi de la gestion de crise en engageant beaucoup plus la société civile dans cette gestion. Peut-être un dernier mot, François? Pour aller vraiment dans le même sens que les deux interventions précédentes, d'abord entendre Philippe Aghion rappeler urbi et orbi le fait que la santé est créatrice à la fois de valeurs, de croissance, etc. C'est un plaisir à entendre. Il va falloir qu'on le répète urbi et orbi encore plus parce qu'on revient de loin, on revient d'une longue période pendant laquelle la santé a été cataloguée, en tout cas en France, dans la colonne des dépenses et des dépenses qu'il fallait réduire et des économies qu'il fallait faire. Et donc c'est un bonheur que de l'entendre. Je pense que c'est également une phrase qui doit qui nous engage, nous autres qui avons des responsabilités dans le champ sanitaire, que la santé soit créatrice de valeur est une chose. Nous avons par ailleurs une exigence à l'égard des autres secteurs. On n'a pas parlé aujourd'hui, encore une fois, du collège, du logement ou de la justice, mais il y aurait également des enjeux sur lesquels on pourrait sans doute se mettre assez facilement d'accord sur le fait que ces secteurs-là doivent également être en bonne santé si on veut être en bonne santé collective. Et donc les propos doux à entendre de Philippe Aghion nous engagent au fait que ces dépenses-là, elles doivent être faites avec d'autant plus d'exigences qu'elles sont un engagement en notre nom à tous, au nom de la collectivité. Mais merci beaucoup pour la qualité de ces échanges.
Je rajouterai juste en conclusion que vous avez dit que c'était un bonheur d'entendre Philippe, je suis d'accord, mais c'était aussi pour moi un bonheur de vous entendre tous les trois. Donc vous voyez, j'élargis le compliment. Je voudrais juste dire un mot dans la discussion que nous avons. Je partage 1000% ce que Philippe a dit. Je suis absolument convaincu de ce rôle très important que peut avoir. Là, on parle de la santé aujourd'hui, donc de la santé et son impact que ça peut avoir. La vie est très compliquée. Par exemple, on montre que si les personnes qui sont à la retraite ont des activités qui ne sont pas des activités forcément professionnels, mais en activité, continuent à être très vivants dans leur mode de vie, on gagne 5 ans, j'allais dire, par rapport à des maladies neurodégénérescentes. Ça fait partie exactement de l'idée que la vision qu'on a des sujets est souvent étroite et étroitement comptable, et vous avez eu parfaitement raison de souligner ce point-là, et donc je vous en remercie. Je suis très heureux que cette session de conclusion se soit faite avec vous. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas intéressantes, mais c'était super de vous avoir. Et une fois de plus, j'espère que la lanterne nous guidera. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.